Bon, je vais essayer de présenter en quelques mots. Je vais essayer surtout de ne pas être trop long. Il faut déjà que je trouve la bonne feuille. Alors Guillaume, tu es déjà debout, je vais commencer par toi. Donc, tu es titulaire d'un doctorat en sociologie et anthropologie, et ceux qui bossent au CPA t'ont connu, hein, bien entendu. Tes principaux objets de recherche sont la transformation des pratiques et des politiques de santé mentale et de soutien psychosocial, ainsi que des dispositifs et programmes luttant contre les violences liées au genre, à l'âge ou au handicap. Conscient des enjeux de santé mentale liés au dérèglement climatique, un petit peu l'objet de ce livre, tu explores actuellement en quoi la santé mentale globale et communautaire constitue une proposition collective pertinente face au dérèglement climatique, de lutte contre les inégalités de genre, sociales et climatiques, et d'une meilleure reconnaissance des communs. Christian Laval, vous êtes titulaire d'un DESS de sociologie appliquée au développement local et aussi d'un doctorat en sociologie à Lyon 2. Vous avez été directeur adjoint de l'Observatoire national sur les pratiques en santé mentale, l'ORSPER, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Et puis vous avez occupé la fonction de coordinateur national du programme de recherche, évaluation Un chez soi d'abord, dans les villes de Paris, Lille, Marseille, Toulouse, en France. Et vous êtes engagé depuis plus de 20 ans à Médecins du Monde. Et depuis 25 ans, vos intérêts de recherche portent sur la santé mentale et la vulnérabilité. Vous avez étudié diverses pratiques d'intervention dans le réseau de santé, de la santé, telles que les relations d'aide et de soins, les pratiques psychosociales. Depuis la recherche sur le Housing First, vous vous intéressez plus particulièrement aux modalités de participation des bénéficiaires en grande vulnérabilité sociale et psychique. Alors c'est un petit peu tout ça qui, plus le fait que Guillaume m'avait sollicité au moment de la sortie, enfin en tout cas tu m'avais fait savoir que ce livre qui était écrit à 4 mains depuis quelque temps était enfin sorti. Et ça m'a donné l'idée quand même de vous inviter à notre journée, bien que vous ne parliez pas directement de la question des états limites, mais quand même cet ouvrage qui constitue, me semble-t-il, un essai sociologique qui est complexe et attentif aux modalités de subjectivation d'expérience, il met quand même en lumière la question de la limite et du franchissement. C'est en tout cas ainsi que je l'ai lu, évidemment, avec le prisme de notre journée. Hein. Ma lecture est un peu orientée. Vous situez au centre de ce parcours la relation plutôt que le sujet au sens psychologique. Vous mettez notamment en avant la nécessité des processus de liaison face à la puissance de la déliaison, portée actuellement par un regain de domination, de prédation, de dégradation sans précédent des modalités symboliques d'échange. Vous appuyant sur une analyse des luttes militantes, parfois non militantes aussi, sur des collectifs constitués ou des résistances plus hétérogènes, vous mettez en exergue la construction d'utopies qui produisent un autre récit, d'autres manières de se relier, pas seulement entre êtres humains, mais aussi avec le vivant dans son ensemble. Guillaume, dans le chapitre « Escapisme », bon, to escape, tout le monde là, hein, s'échapper. Tu abordes très succinctement la question des personnalités limites d'une manière qui va nous intéresser aujourd'hui. En effet, tu ne traites pas la question à partir de la psychopathologie, mais plutôt à partir d'une analyse sociologique dont je tire un extrait. Véritable critique de la société de progrès, elles, les personnalités limites, donnent à voir en creux une anthropologie récalcitrante à la société par projet. Et moi, j'aimerais beaucoup que tu nous en dises un petit peu plus. Pour terminer rapidement, votre livre pointe différentes limites. Les limites du modèle néolibéral de prédation et de domination, la limite des ressources terrestres, la limite de l'individualisme pensé comme un idéal à conquérir, la limite de l'homogénéité qui range le non-homogène dans la catégorie du déchet à éliminer, la limite dans le vivant de l'ère anthropocène, c'est-à-dire l'ère de la réification de tout être vivant et même de toute chose. Et vous proposez différents franchissements, vous appuyant sur une écologie qui ne se réfère pas qu'à la cause environnementale. Elle y est bien entendu, mais vous faites référence aussi à une écologie sociale et philosophique,
une écologie politique, une écologie de subjectivation, que vous appelez terra-subjectivation, donc un petit néologisme que vous nous expliquerez, et puis par la réinstauration des utopies, des plus associatives aux plus individuelles. Ce qui n'est pas sans m'évoquer Roland Gori, qui a aussi de son côté développé cette question de l'utopie comme une nécessité. Bon, une sorte d'éthique de la possibilité, quoi. Mais je vais vous laisser la parole, vous en parlerez bien mieux que moi. Eh ben merci Jean-Philippe. C'est un grand plaisir déjà de vous retrouver. Il y a de nombreux visages effectivement qui me sont très familiers. La dernière fois que je suis intervenu ici, c'était en 2019. Effectivement, c'est marrant cette proposition d'approfondissement sur ce chapitre parce que c'était la thématique en fait que j'avais abordée sur la question de l'ubérisation de la relation d'aide. En partant justement d'un exemple d'état limite. Donc c'est la seule partie clinique de l'ouvrage, enfin un peu plus clinique de l'ouvrage. Voilà, donc du coup c'était un jour d'ailleurs de Black Friday, c'était assez étonnant. Et vous avez tous noté, vous nous avez un peu coupé l'herbe sous le pied, qu'actuellement on traverse globalement, enfin, au niveau de notre société, une vraie problématique où les mots sont complètement transformés, désubjectivés quelque part. Donc c'est un vrai enjeu d'intervenir devant vous, devant Tolkien aussi, où je sais que les mots ont un sens, au moment où des mots comme femme, climat, santé mentale ont été chassés, bannis de l'univers académique aux États-Unis. Si on était aux États-Unis, le titre de notre ouvrage, soucis écologiques et santé mentale, serait peut-être interdit. On ne pourrait peut-être pas s'exprimer publiquement, en tout cas encore moins si on était rattaché à une administration. Donc il y a un vrai enjeu quand même à repartir de cette question-là. Et c'est vrai que l'invitation autour des états limites, du coup, nous renvoie tout de suite aux enjeux en termes de production de connaissances, de savoir. On va en parler autour de la limite des états. Alors, ce n'est pas une conférence. C'est-à-dire que nous, on est là pour présenter cet ouvrage qu'on a coécrit avec Christian. Donc du coup, on va faire une présentation. Ça va être difficile d'être léger, et j'imagine que vous êtes dans un état psychique un peu compliqué parce qu'on n'a pas fait de pause et qu'il y a des personnes qui veulent aller aux toilettes, prendre le café, etc. Mais voilà, ça viendra dans quelques heures, dans minutes. Donc du coup, on va dérouler et on va essayer de répondre à ta question tout en déroulant la manière dont on a construit cet ouvrage. Attendez, j'ai pas mes lunettes. Parce que j'en ai pas de prêter les miennes. Je sais pas. Vous avez sorti. Sans lunettes, je peux rien faire. Ah si, c'est bon. Ah oui, en fait, c'est... D'accord. Je sais pas si ça vaut le coup de le dire. Ouais. En fait, ce que je voudrais... C'est un sketch, en fait. Ouais, c'est un sketch. Non, ce que je voudrais peut-être dire au départ, c'est que ce bouquin ne parle pas de patients. Ce bouquin parle de citoyens, parle de tous et de toutes. Et du coup, c'est un bouquin à la fois sociologique et anthropologique. Donc le cadrage du livre n'est pas un cadrage clinique qui mobilise à la fois des concepts psychanalytiques ou autres et des situations cliniques particulières. C'est un livre qui essaye de mettre en correspondance un certain nombre d'expériences qui sont des expériences militantes, mais aussi des épistémologies plurielles, c'est-à-dire qu'on a tenté de mobiliser un certain nombre, j'y reviendrai après, et Guillaume aussi, un certain nombre, je dirais, de théories qui sont des théories qui font un pas de côté, même plus qu'un pas de côté par rapport au cadrage psychanalytique ordinaire. Donc c'est juste comme ça pour vous le dire par rapport à ce
ce qui est peut-être aujourd'hui le cadrage général, qui est qu'on a tous, moi y compris, une connaissance de la psychanalyse avec des failles et des gens qui sont plus experts que d'autres, mais ce n'est pas notre cadrage à nous. Voilà. Alors, en lien avec le bouquin, en fait, moi je fais partie d'une association qui s'appelle le CEDEP, qui est une association qui existe depuis 15-20 ans, qui essaye de travailler, qui fait un séminaire une fois par an et qui publie une collection qui s'appelle Sésame chez RS et qui s'intéresse à la question du droit et de la psychiatrie au niveau européen. C'est-à-dire on essaye de comprendre comment à la fois les politiques publiques, la question du droit, du consentement, du soin sous obligation et de la liberté des personnes, c'est-à-dire du droit aussi des personnes, du droit, donc ce qu'on appelle les usagers ou les personnes concernées, a évolué donc dans les pays européens, parce qu'il y a finalement un certain cloisonnement en France par rapport à ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Italie, etc. Donc cette association a ce but-là. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a pu publier ce livre. On a une préface qui a été faite par une anthropologue qui s'appelle Véronique Daumgrap, que je vous conseille de lire, puisque c'est une préface avant de nous lire. Mais vous pouvez aussi la lire après nous avoir lu, vous faites comme vous voulez. Et puis, pourquoi on a fait ce livre? Alors là, c'est vraiment trop petit pour que je le sache. Oui, alors c'est en fait. C'est après ça? Bon, alors, c'est bon pour moi, alors. À toi. Ouais. C'est pas comme si c'était la 5e fois qu'on le faisait, quoi. Alors, pourquoi ce livre? Le constat initial, c'est qu'on vit actuellement... on a commencé à écrire ce livre avant la guerre, enfin, a commencé à le penser justement en 2018-2019, où on avait ce sentiment qu'on vivait dans un monde qui est en feu, vraiment. Et depuis, on peut faire que le constat que ça s'accélère. Donc, un monde en feu, ça veut dire qu'on est tous traversés par multiples qui transforment nos vies, qui tracent en fait un horizon dans lequel ceux qui travaillent auprès des personnes qui sont en situation de précarité, comme ça a été notre cas, on peut facilement se reconnaître. C'est-à-dire que du coup, le monde est incertain, l'horizon n'est pas clair. Cet horizon, il est en lien avec une multiplication de crises, et on l'a bien entendu tout à l'heure, en fait, de crises sociales, de crises écologiques, de crises politiques. Et donc, du coup, cette crise façonne notre imaginaire d'effondrement. Vous avez tous entendu parler de collapsologie, peut-être, enfin, je ne sais pas, en fait, la science des collapses, donc, notamment à travers les travaux de Pablo Servigne. Et donc, cet imaginaire d'effondrement sur le monde d'après nous structure. Donc, nous, on s'interroge en quoi cet imaginaire d'effondrement, il ouvre un horizon de subjectivation collective. Alors, effectivement, on n'est pas centré sur le sujet, qui réinterroge les politiques d'accueil en soi-même des interdépendances avec le monde. Dans notre ouvrage, la santé mentale, on ne l'appréhende pas comme un champ disciplinaire. On l'appréhende comme une surface de projection, si vous voulez, de ce que la société nous raconte. Donc c'est un champ d'expérimentation au sein duquel la question des effondrements transforme nos subjectivités collectives. Par exemple, le fait que de nouveaux troubles apparaissent, comme l'éco-anxiété, la solastalgie, vient dire quelque chose de la manière dont on structure, on formate l'expérience individuelle, mais aussi l'expérience collective. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les réponses qui sont proposées, les propositions en termes de santé mentale, en termes de positionnement politique, en termes de pratiques sociales. En même temps, on est des chercheurs impliqués, professionnels, on n'est pas des chercheurs académiques, et donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la santé mentale, elle peut s'extraire d'une idéologie individualisante en société néolibérale. Selon quelles conditions d'autres pratiques collectives de santé mentale peuvent-elles participer à un dialogue sur les communs? On le ressent tous d'ailleurs depuis quelques mois avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et la privatisation de ces connaissances derrière l'intelligence artificielle.
que la question des communs s'effrite aussi sur les enjeux de santé mentale. Tout à l'heure, vous disiez l'hôpital psychiatrique, la privatisation en fait du soin, la mise en intérim. Effectivement, j'étais intervenu sur l'ubérisation de la relation d'aide il y a 6 ans, au moment où on voyait apparaître les intérimaires en psychiatrie. Donc la question de la santé mentale en tant que commun et parcourt vraiment tout notre ouvrage. Un autre, on a mis une citation ici qui est importante par rapport à ce livre. Donc le sujet individuel ne préexiste pas aux pratiques des milieux dans lesquels il évolue. C'est la question du village dont on parlait tout à l'heure. Si les individus sont dotés d'une subjectivité singulière, celle-ci se constitue dans et à travers des jeux de vérité et des relations de pouvoir dans de multiples situations et contextes. C'est à moi, ça ? Alors, en fait, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit comment on va travailler. Parce qu'on avait, vous savez, quand on fait de la recherche, on a à la fois, je dirais, le cerveau, la raison qui fonctionne, et puis en même temps, on a des intuitions. Alors, très souvent, elles sont fausses, mais c'est de ces intuitions qu'on parle. Et en fait, par rapport à ces intuitions, on se disait, il faut peut-être aller voir du côté, à la fois, je parlais d'épistémologie plurielle tout à l'heure, à la fois du côté de la science politique, de la philosophie morale, et puis effectivement aussi de la psychanalyse. Et on a commencé à regarder une méta-analyse sur le fait que, enfin, sur le thème de qui, au niveau de leurs ouvrages, de leurs théories respectives, commence à articuler la question, je dirais, de l'intériorité avec la question de l'écologie. C'est compliqué de le dire comme ça, parce que l'intériorité, c'est quoi? C'est l'inconscient, c'est le mental, c'est le psychisme. Comme on n'est pas des cliniciens, on a gardé cette question de l'intériorité, tout en laissant, si vous voulez, les experts préciser comment ça fonctionne, ce qui a été fait par Albert Ticonne tout à l'heure, par exemple. Mais sur la question de l'écologie, c'est pareil, c'est compliqué. C'est-à-dire, bon, on est tous dans une situation où on pense que l'écologie, c'est un rapport, je dirais, dégradé avec la nature, mais il y a dans l'histoire de l'écologie, qu'on n'a pas le temps de faire ici, qui est très, très, très riche depuis les années 70, depuis le rapport Meadows, qui était un rapport sur les limites de la planète. Donc on est bien sur la question des limites. On a effectivement des branches, il y a une cartographie qu'on n'a pas le temps de passer ici, mais qui montre qu'il y a une pléthore, je dirais, de théoriciens, de contributeurs, d'expériences aussi, d'expérimentation, de collectifs qui vont de l'écologie technologique, où on pense que ce n'est pas la technologie qu'on va sortir, à quelque chose qui a à voir avec le fait qu'on ne pourra s'en sortir que dans une forme, je dirais, de retour sur soi, avec quelque chose qui a à voir avec la sagesse de nos anciens, même si on est assez critique sur la manière dont nos anciens pouvaient être ou non sages. Et donc, on a fini par commencer le chapitre en choisissant 3 auteurs qui nous paraissaient importants. Alors, le premier, c'est Félix Guattari. Vous connaissez tous Félix Guattari, donc, qui a travaillé avec Deleuze, mais lui-même a sorti un petit bouquin qui s'appelle « Les 3 écologies » dans les années 80, où il précise qu'il y a une écologie sociale. Donc, c'est la question de la justice climatique. Aujourd'hui, on pourrait le dire comme ça. Une écologie politique, c'est la question de la manière dont, dans le champ politique, a émergé des partis politiques, comme les Verts ou les Grünen en Allemagne. Et lui, il rajoute, et c'est ça son apport à ce moment-là, l'écologie mentale. Et il définit l'écologie mentale comme une écologie qui, comment dirais-je, pourrait prendre forme et aurait une légitimité par rapport au désenchantement de l'imaginaire post-68. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un imaginaire Peace and Love en Californie, et puis la mai 68 en France, qui a donné lieu, et dans d'autres pays aussi à l'époque, à des espérances de changement social. Et l'écologie mentale, en fait, correspond au fait que cet imaginaire s'est retrouvé à un moment donné soit
remarchandisé, si vous voulez, c'est récupéré par la pub, soit dans une situation de désenchantement sur le fait que ce n'était pas possible. Donc, première référence, donc c'est Guattari avec ses 3 écologies. Deuxième référence, c'est Arne Naes. Je ne sais pas si vous connaissez Arne Naes, c'est justement un contributeur très important, je dirais, dans la genèse de la réflexion écologique. C'est un philosophe norvégien qui, dans les années 80, donc, c'est un philosophe qui était aussi un militant écologique, qui avait lu Rachel Carson, qui avait écrit Le Printemps silencieux, qui dénonçait à la fin des années 70 aux États-Unis l'utilisation des pesticides, en expliquant que les pesticides, ce qu'on voit maintenant, la moitié des oiseaux, par exemple, il n'y a plus que 50% des oiseaux par rapport à 20 ans. Et donc elle commence à le dire, et il est très marqué par ce livre, et il commence effectivement à être à la fois activiste et à la fois en tant que philosophe à écrire un certain nombre de livres. Et donc c'est le père en fait d'une écologie que les anglo-saxons appellent deep ecology, c'est-à-dire l'écologie profonde. C'est-à-dire qu'il différencie écologie profonde qui renvoie à soi, ce qu'il appelle le soi avec un petit s, une minuscule, avec ce qu'il appelle le grand soi, ce qu'on pourrait appeler le grand tout. Et donc, il oppose une écologie profonde avec une écologie superficielle. Alors, vous vous rendez bien compte que l'écologie superficielle consiste pour lui à dire que même avec les technologies, quelles qu'elles soient, nucléaires, pas nucléaires, les panneaux solaires, tout ce qu'on veut, de toute façon, on ne résoudra pas le problème de notre rapport avec la nature abîmée et détruite sans qu'on fasse un retour sur soi-même, ce qu'il appelle l'écosophie. L'écosophie. Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, pour revenir à Guattari, c'est que Guattari appelle aussi l'écologie mentale écosophie. Mais Naes insiste, en fait, sur Zophie. Zophie, c'est la sagesse, c'est-à-dire que, finalement, le philosophe appelle à plus de sagesse par rapport aux humains pour ne pas se retrouver dans une situation d'extractivisme absolu par rapport à la nature et épuiser, en fait, toutes les ressources qu'on a autour de nous, c'est-à-dire la question de l'environnement. Guattari, lui, il insiste sur la question écosophie, c'est-à-dire la maison, le village, pour reprendre tout à l'heure l'expression d'Albert Cicconi. Mais les deux emploient le même terme. L'un insiste sur la réalisation de soi et l'autre insiste, en fait, c'est-à-dire Guattari, insiste en fait sur les conséquences sociétales de l'effondrement écologique qui avait été validé par le rapport Meadows à la fin des années 70. Donc ça, c'est les deux premiers qu'on a mobilisés. Ensuite, on a mobilisé une philosophe aussi américaine qui s'appelle Donna Haraway, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup travaillé sur le féminisme, qui avait écrit un bouquin sur Cyborg, et dont je ne vais pas parler ici, mais qui a écrit un autre livre qui s'appelle « Habiter avec le trouble ». Et donc son idée, en fait, sa thèse, qui est assez puissante, consiste à dire qu'en fait, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres philosophies comme Bambé qui parle du brutalisme, c'est que le trouble est déjà là. C'est par rapport, si vous voulez, à toutes les formes de vigilance, les alertes qu'ont pu mettre en place les écologistes, les activistes, le GIEC, etc., depuis les années 70, eh ben, on y est, on est dans le trouble. Donc elle ne dit pas il faut prévenir le trouble, elle dit comment on fait pour vivre avec le trouble, parce qu'il est déjà là. Et donc le trouble pour elle, ce n'est pas le trouble mental, ça peut être le trouble mental. Nous, on n'est pas dans une situation dans ce livre, dans une position dans ce livre où on différencie malade, normal, pathologique. C'est pas qu'il ne faut pas le différencier, c'est que nous, ce n'est pas notre propos. Et donc, le mot trouble est un mot générique qui peut à la fois rendre compte du trouble qu'il y a, si vous voulez, dans le genre, du trouble qui est entre normal et pathologique, du trouble qu'il peut y avoir sur notre rapport avec la nature, donc nature-culture, comme l'a écrit Philippe Descola, par exemple, et sur un certain nombre d'autres points, comme par exemple nos rapports avec les animaux, quel trouble on peut avoir par rapport aux animaux quand on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'animaux sauvages sur Terre et que les animaux domestiques deviennent, si vous voulez, des produits simplement à manger. Donc ça, c'est notre troisième référence, parce qu'on avait besoin d'un socle théorique de référence. Et le quatrième, donc,
je ne l'ai pas fait dans l'ordre, je m'en excuse, mais c'est parce qu'il n'est pas marqué dans l'ordre, parce que dans le bouquin, c'est bien dans l'ordre. Le quatrième, c'est Bruno Latour, que vous connaissez certainement. Vous connaissez Bruno Latour? Alors Bruno Latour, c'est un monsieur qui est décédé l'année dernière, malheureusement, parce que c'était une grande figure, en fait, de la... D'abord, il a travaillé sur un certain nombre de points qui ne sont pas liés à l'écologie, mais depuis une dizaine d'années, il avait travaillé sur l'écologie. Il a sorti un certain nombre de livres sur cette question, notamment un livre, pour moi, qui est fondateur, qui s'appelle « Politique de la nature », où il explique qu'en fait, que notre rapport à la nature aujourd'hui a complètement changé, c'est-à-dire que c'est nous qui produisons de la nature, et c'est une ambition absolument mégalomaniaque. Mais quand on fait, par exemple, un parc, si vous voulez, naturel, ça veut dire qu'on produit de la nature. Hein, c'est ça qu'il essayait de dire. Et ensuite, il a écrit un certain nombre de livres, dont un livre qui s'appelle « Où atterrir ?», ce qui renvoie après au concept dont on va parler, Guillaume, dans la suite, c'est-à-dire avec l'idée qu'en fait, nous ne sommes pas simplement citoyens d'un pays, nous ne sommes pas simplement citoyens du monde, nous sommes dans une forme d'interdépendance avec ce qu'il appelle Gaïa, c'est-à-dire la Terre, et que la Terre est un organisme vivant et que nous sommes un des éléments de cette Terre absolument indissociable par rapport, si vous voulez, à son destin. Donc il nous dit atterrissez, quoi. Humain, humain, humain. Arrêtez d'être anthropocentré. Pensez la question, à un moment donné, des multicentrismes. Et donc ça pose tout un tas de questions philosophiques que Bruno Latour a abordées, mais que d'autres abordent aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les fondements moraux qu'il faut mettre en place, construire à partir du moment où on remet en réciprocité, voire en égalité, les humains avec les non-humains, que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux. Voilà. Et donc c'est un chantier philosophique qui est absolument vertigineux et tout à fait intéressant. Alors c'est effectivement dommage parce qu'il n'a pas pu le terminer, mais voilà pour les références initiales pour lesquelles on consacre les premiers chapitres. À toi. Alors, un élément important, c'est qu'on est parti dans l'ouvrage de la clinique psychosociale. Donc, la clinique psychosociale, c'est une forme de psychothérapie institutionnelle rapportée au réseau, rapportée au comment on travaille ensemble autour de la prise en charge d'une personne, autour du parcours d'une personne, pour parler plus mainstream. Donc, on est parti de là, et en fait, notre constat, ça a été de voir, mais c'est aussi un retour sur l'évolution de Lorsper Samdara, qui est parti donc de la souffrance des professionnels pour petit à petit en fait regarder à partir d'une grille de lecture sur la perte des objets sociaux comment les personnes en situation de précarité vivaient dans leur relation avec leurs entours autant matériels, donc l'habitat, ce qu'ils pouvaient posséder ou pas posséder, la voiture, etc., mais aussi leur rapport à leur possession, donc du coup leur statut. Voilà, donc c'est vraiment une clinique de la perte, mais qui a amené progressivement les cliniciens à avoir un souci pour l'environnement de vie des personnes, en CHRS, dans les structures d'hébergement, de demandeurs d'asile, etc. Et puis en 2011, il y a eu ce congrès des 5 continents à Lyon, organisé par Lorsper, autour de les effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé mentale, où c'était la première fois qu'en fait les enjeux de justice sociale, quelque part, étaient mis en lien avec des enjeux de précarité. Une façon aussi de penser les effets de la mondialisation, donc du coup de la société néolibérale, sur la question de la précarité. Donc ça a été un moment assez... c'est comme si on passait un cran, si on regarde ça un peu de manière socio-écologique, d'une clinique des entours de la personne, elle est passée d'une clinique de l'environnement de vie de la personne à une clinique plus globale en termes de justice sociale, donc une politisation de la clinique. Donc ça, nous, en tant que sociologues, Christian, presque socio-historien, du coup, ça nous intéresse, parce qu'on voit qu'en fait, il y a une construction, il y a une réponse aux maux de notre société contemporaine qui bouge. Donc les pratiques des santé mentalistes, des praticiens, évoluent. Et aujourd'hui, elle évolue à un cran encore plus haut quand on parle de santé planétaire, de One Health, la santé
une seule santé. On est encore à un niveau plus global, puisqu'on est au niveau planétaire, et que le souci de santé mentale, c'est de regarder la manière dont l'environnement impacte les personnes. Alors ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, c'est de là où on est parti, parce que c'est notre pratique, donc de la clinique psychosociale. Mais ensuite, on a observé un certain nombre d'exemples avec une hypothèse. Et cette slide, normalement, ne devrait pas arriver à ce moment-là non plus. Je ne sais pas, il y a eu un bin dans nos slides. Autour de la question de la terrasubjectivation. C'est-à-dire comment aujourd'hui les individus se construisent en tant que sujets, collectivement, par rapport à leurs pratiques en lien avec la Terre. Donc, ça peut être comment je fais mon compost, hein, le classique, à comment je suis un militant, comment je suis engagé dans des collectifs écoféministes, voire, et c'est assez présent pour ceux avec qui j'ai travaillé ici, on s'interrogeait au niveau du projet territorial de santé mentale sur le chamanisme dans le département de l'Ain, qui est quand même assez fort. Et le chamanisme, c'est une proposition de pratique de transformation intérieure en lien avec la Terre. Hein, on est sur des archétypes de pratiques de chaman, donc amérindiens, etc. Et donc, du coup, en quoi cette proposition-là, cette pratique de transformation intérieure, est-elle pertinente pour réfléchir aux enjeux qui croisent santé mentale et écologie? Donc, on va vous présenter les différents terrains qu'on a étudiés juste après, mais ouais, la proposition qu'on formule, c'est ce mot de terrasubjectivation. Donc comment qu'on a écrit là. Donc c'est un souci. Terrasubjectivation, c'est effectivement un néologisme entre terrasubjectivation. Donc la proposition, c'est que c'est un souci pour la vie vivable avec les autres, vivants et non vivants, tout en restant en lien avec notre intériorité. Ce qui est une autre caractéristique des terrasubjectivations qu'on décrit dans l'ouvrage, c'est que c'est indissociable d'une lecture politique des conditions d'habitabilité et d'enchevêtrement de soi ou d'autrui avec un monde dominé par un imaginaire social d'effondrement. Donc on constate que dans notre société, il y a des multiples processus d'introspection des corps, des subjectivités, mais aussi, et c'est ça la nouveauté de ces 20 dernières années, de l'ensemble des êtres et objets présents dans les milieux environnements de chacun. Donc les questions qui traversent les personnes, c'est comment est-ce que je m'habite, qu'est-ce qui compte pour moi et pour ces autres, comment m'habite-t-il et avec qui, et comment habitons-nous collectivement nos mondes. C'est des questions qui étaient très fortes pendant le Covid, ça. Quand on réfléchissait au monde d'après, c'était des questions récurrentes. Il y a un autre enjeu en termes de droit qu'on a pu observer sur tous les terrains qu'on a étudiés, c'est comment emprunter d'autres voies praticables qui défendent le droit à la pluralité de vie qui trame la Terre, des voies faisant droit aux revendications intersectionnelles de justice sociale, climatique et restaurative. Vous avez certainement entendu parler de ces expériences, et actuellement d'ailleurs ça arrive fortement en France, sur le droit des fleuves, le droit de la forêt. En quoi ça nous réconcilie? En quoi, en fait, ça transforme notre rapport au monde? Alors, il nous reste 10 minutes, hein, donc je vais aller très vite, je m'en excuse. En fait, l'idée, c'est de vous donner envie de lire ce livre. Hein. Donc, je sais pas si on va y arriver, mais en fait, c'est l'idée qu'on avait. Parce que là, j'ai un truc devant moi qui s'appelle « Structure et contenu principal de l'ouvrage ». Franchement, je ne vais pas pouvoir le faire en 10 minutes, surtout qu'on aurait bien aimé pouvoir discuter avec vous. Donc, en fait, j'ai envie un peu d'improviser. La première chose, pour vous donner envie de lire ce livre, c'est qu'on fait un pas de côté sur le fait qu'on réintroduit dans la question, je dirais, de l'individualisme à la Ehrenberg, hein, qui a été dit tout à l'heure, la question des autres, mais pas simplement des autres humains, mais des non-humains et des objets. Et donc, on est très pragmatiste d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si, dans une situation où on parle de santé mentale, et pas de psychiatrie, j'insiste, hein, la psychiatrie et la santé mentale, je n'ai pas le temps de le dire, mais c'est deux concepts complètement différents. Mais par exemple, on travaille tous les deux dans l'humanitaire. Quand dans l'humanitaire, on met en place un programme dit de santé mentale, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est ça qui nous a intéressés. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à discuter avec un environnement beaucoup plus large que l'environnement, je dirais,
d'un clan, d'une tribu, d'un village. On commence à discuter sur la manière dont les gens s'occupent de leurs animaux, de leurs arbres, etc. Donc c'est le premier pas de côté que l'on fait. Penser l'humain en interdépendance, et non pas dans une situation, si vous voulez, où il est au sommet de la pyramide, comme Descartes nous l'a appris, hein, et que tout le reste, en fait, est chosifié, voire marchandisé pour son bien-être. On est dans une situation où l'humain, et donc c'est là que ça renvoie effectivement à quelque chose qui est certains vont jouer le jeu et d'autres vont être dans une situation de résistance en pensant qu'on doit demeurer au sommet de la pyramide. Là, nous, on pense que non. Donc ça, c'est notre premier prérequis et j'ai envie que vous lisiez ce livre pour essayer de comprendre pourquoi ce prérequis, il est légitime de le poser aujourd'hui. Et le deuxième, si vous voulez, la deuxième orientation qu'on a, c'est effectivement le fait que, et ça a à voir avec la question de la frontière. On n'a pas parlé avec Guillaume, mais je me lance. Moi, je pense que la question, je dirais, des limites et la question de la frontière sont effectivement deux choses différentes. Dans notre livre, on est dans une situation où on peut penser la question de la frontière. On peut penser, parce que la question de l'écologie pose la question de la frontière. Elle pose la question des limites planétaires. Vous savez, il y a le fameux donut de Howard, enfin vous connaissez peut-être ou pas, qui effectivement permet aujourd'hui, avec les travaux du GIEC, de voir que sur les 9 critères, si vous voulez, qu'on met en place sur la Terre, l'océan, le climat, la carbonation, etc., on a 6 limites qui sont déjà dépassées. Donc la question des limites est importante. Mais en fait, notre propos à nous, c'est limite. On est dans une anthropologie, on essaye de penser une anthropologie qui soit conjonctive et non pas disjonctive, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaye de penser le fait qu'il y a, et ça a été dit, mais il faut en tirer des conclusions pratiques, il y a un continuum entre normal et pathologique, et quelqu'un aujourd'hui qui est, Albert Chicol nous a donné des exemples tout à fait parlants, qui est étiqueté comme pathologique, peut aussi avoir à un moment donné des réactions qui sont absolument normales, entre guillemets, par rapport au contexte dans lequel il vit. Et donc, c'est ce que j'ai compris de son intervention. Donc, en fait, la question des dualités qui constituent l'Occident doit être mise en cause. Alors, c'est le rapport homme-femme, c'est le rapport nature-culture, c'est le rapport normal-pathologique, et on pourrait démultiplier un peu ces couples d'opposition. On pourrait même s'amuser, si on avait eu le temps, de faire un atelier pour essayer de comprendre qu'il y a d'autres couples d'opposition qui nous structurent et qu'il faut faire à un moment donné, pas systématiquement éclater, mais qu'il faut reconsidérer pour sortir de cet anthropocentrisme dominant qui est un assujettissement qui amène effectivement cette crainte et ce risque d'effondrement que l'écologie politique essaye assez mal d'ailleurs, essaye de discuter, de mettre en forme. Je dis assez mal parce que, vous voyez, le résultat aujourd'hui, c'est écologie punitive, c'est la fermeture du département écologique aux États-Unis, c'est quand c'est arrivé à Valence, l'inondation, c'est le fait que Vox, qui est un groupe d'extrême droite espagnol, explique que c'est les écologistes qui sont responsables en fait, de ce qui s'est passé à Valence, parce qu'ils ont refusé de nettoyer les rivières pour des raisons qui sont écologiques, c'est-à-dire pour que les poissons puissent vivre en paix, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est dans une situation où la question écologique est une question qui est remise en cause. Le retour de bâton est très important. Donc je pense que notre bouquin, avec d'autres bouquins, faut lire ce qui est écrit aussi par les éditions Wild Project, permet de repenser des fondements moraux, philosophiques, culturels pour envisager la question écologique autrement que d'une façon simpliste, qui est celle de la transition écologique. Il suffirait de décarboner, si vous voulez, pour que ça aille bien. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, moi j'ai terminé. Du coup, on va prendre des questions, non? Ah non, je pourrais, mais je ne vais pas rajouter, je préfère qu'on échange.
C'est Kiki. C'est qui se lance. Sinon, moi, je vais revenir sur ma question, hein, si personne ne se lance. Ah ben, je t'en prie. Ah ben, je t'en prie. Je peux fermer ? Ouais. Alors, le bouquin de Guillaume Pégon et de Christian Laval n'a rien à voir avec le thème du jour, hein, mais Guillaume est un copain des organisateurs. Alors, ils font ce que tout le monde fait, de l'abus de pouvoir par dirigeants de société, de corruption, de trafic d'influence. Hein. Tout ça pour faire comme notre ministre de la Culture, qui est, je pense, une figure tutélaire du lapsus, notamment. Si vous pas la référence, vous l'avez, non ? Non ? Ouais, si. Bon, je sais pas. Alors, on traverse une vraie problématique où les mots sont désubjectivés, évidés de leur sens, et surtout, c'est embêtant devant un mec comme Tolkien, qui est le mec qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, quand même, donc les mots, il s'y connaît. Alors, Christian Laval met ses lunettes et il découvre le livre qu'il a écrit. Alors, je me demandais si ça vous plaisait. Guillaume Pégon nous prévient, le livre n'est pas super joyeux. Et ça bon, c'est pour nous civiliser, hein, dirait Albert Sicona. Bah oui, la position dépressive est une position civilisatrice. Alors, Guillaume Pégon et Christian Laval sont un duo de performeurs. Ils se demandent pourquoi ils ont écrit le livre. Le monde est en feu, le village brûle, le monde est brûlé, brut, brutal, bruyant, on entend le bruissement des effondrements, politiquement il mente énormément, il n'y a plus de vérité partagée. Chacun ne croit que ce qu'il veut et plus ce qu'il voit, ou alors il voit ce qu'il veut voir, et c'est l'aveu de vous à moi, il n'y a plus de commun, comme mains d'humains se tendent, mais ne se touchent plus, ne se trouvent plus, le trou plus grand à chaque instant, d'entre ce qui nous relie. Il commence à déchirer le tissu de ce qui nous lie, de ce qui nous noue, de ce qui nous relie. On relie l'histoire et chacun la sienne. Hein. Non, les limites de la planète, moi j'y crois pas. Hein. Si on achète plein de Tesla, la planète va grandir et on trouvera un autre continent, il sera super, et il y aura du plastique et on fera du diesel, du super, voilà. Alors, Guattari a travaillé avec Deleuze, mais aussi avec Houry, ce type qui nous nourrit. Bruno Latour dit que nous sommes une partie de la Terre, de Gaïa. Il nous dit « atterrissez !» Alors, prenez l'avion tant que vous voulez, mais surtout atterrissez un moment. Hein. Alors, Guillaume, tu as fait un lapsus. Tu as dit la santé planétaire, One Health. C'est pas What Else, normalement ? Bon, alors, il paraît que la pratique du chamanisme est assez forte dans l'Ain. Alors, vous savez, Jean-Philippe Guignard hein, a une lecture clinique pour parler de chamanisme. Il parle de psychose agricole. C'est le mec qui entend des voix, il plante des graines en chantant sur son tracteur, parce qu'on est dans l'Ain. Alors, Christian Laval est un commercial, il vient pour vendre des livres. Bon, alors non, je déconne. Hein. Il faut lire, et puis il faut dire que moi, j'ai pas lu celui-ci, mais que son travail avec Dardot est essentiel, notamment le commun, que je vous encourage à lire. Hein. D'ailleurs, hier, moi, j'ai raté mon train, en fait, parce que Dardot, il m'avait envoyé un article, justement, que j'étais en train de lire. Putain d'intellectuel, quoi, je veux dire. Et du coup, j'ai raté le train qui était sur le quai. Alors, la vie pourrait être simple, hein, on pourrait passer les choses de manière simpliste, le rapport homme-femme, le normal, le pathologique, tout ça. Mais bon, voilà, il nous faut réfléchir, et puis après, en plus, il faut acheter des livres, et puis il faut les lire, quoi. Merci. Bon, je suis désolé, la pause devait être à 10h45. Bon, elle sera à 11h, et on va devoir décaler un tout petit peu les choses. Hein. Tu voulais dire quelque chose ? Non, enfin, je pensais juste que, il me semble que vos travaux m'ont fait, comme ça, m'ont évoqué, par exemple, ce que pouvait dire quelqu'un comme Arthur Keller ou Olivier Amand ou d'autres. Enfin bon. Et ça m'a fait penser à un truc. À un moment, vous avez parlé de finalement comment prendre en compte les entours, etc. Et il y a quelques temps, à Morvel, on avait vu un vieux film qui parlait de la naissance de la psychothérapie institutionnelle et de l'arrivée de Tosse Caillès à Saint-Alban. Et la première chose qu'il a souhaité faire, c'était de la géopsychiatrie, c'est-à-dire qu'il allait se promener et voir comment ça vivait là-bas.
et que c'est quand même à partir de ça qu'une pratique peut être construite en tenant compte du lieu où elle s'exerce. Oui, je pense qu'on partage complètement cet ADN-là. En fait, et pour répondre à la question de Jean-Philippe par rapport aux escapismes, moi, ce que j'ai compris en accompagnant en fait, des personnes en situation de précarité très récalcitrants, très anarchistes, très blessés, isolés, reclus chez eux, c'est qu'en fait, ils adressaient une critique à la société. À la société, justement, comme l'a dit Christian, certains d'entre eux, je ne veux pas faire de généralité, mais en tout cas, j'ai rencontré plusieurs personnes qui nous renvoyaient ça au niveau de la clinique par rapport à ce qu'on appelle la cosmologie du progrès, donc notre société qui fonctionne par projet. Et donc, du coup, cette incapacité, souvent, quand j'expliquais, je disais les personnes en situation de précarité sont en situation de handicap par rapport au projet. Et comment on fait alors pour accompagner quelqu'un qui ne se projette qui est allergique? Donc le projet de soins, le projet social, le projet éducatif, le projet d'hébergement, c'est pas possible. Et donc du coup, il reste quoi? Il reste l'ici et maintenant. Et dans cet ici et maintenant, un des enjeux de la clinique psychosociale, c'est de travailler sur les entours, les attaches, qu'est-ce qui nous relie. Et c'est là où, effectivement, on retrouve, autour des enjeux écologiques actuels, en fait, un vrai souci, donc une forme d'éthique de care, en fait, de prendre soin des modalités de relation que nous avons, en fait, tous avec le vivant. Et donc, comment ce truc-là qu'on ressent dans la clinique, en fait, constitue aujourd'hui un enjeu pour mettre au travail les limites planétaires. Voilà, donc c'est à la fois, on peut le resituer comme un enjeu clinique, ce qu'on est en train de faire, et comme l'a dit Christian, et c'est vraiment quelque chose qui est central pour nous, c'est aussi un enjeu épistémique. Et c'est aussi un enjeu épistémique qui travaille la question de la psychiatrie et de la santé mentale autour de la question du savoir expérientiel. Le savoir expérientiel, donc la question de la pérédance, du rétablissement, de la réhabilitation psychosociale, c'est comment on considère aussi la parole, l'expérience de vie des usagers de la psychiatrie. Et donc il y a eu aussi ce décentrage ces dernières années du côté de la psychiatrie qui accorde plus de place en fait à l'expérience de vie des personnes concernées. Si on décentre cette question-là sur l'enjeu écologique, c'est la question du fleuve, la question de la forêt. C'est quoi l'expérience du fleuve, l'expérience de la forêt? Comment on la constitue en termes de droit? Vous voyez? Donc c'est ce déplacement-là en fait qu'on opère dans l'ouvrage et dont on dit en fait c'est un déplacement épistémologique qui constitue une caractéristique de la manière dont notre société pense son rapport au savoir et à la connaissance. Mais qui est aujourd'hui complètement attaqué, donc je suis désolé, j'ai tendance à replomber l'ambiance, mais qui est complètement attaqué par effectivement des formes de conservatisme, de populisme, qui sont eux aussi en fait des formes des tentatives en fait de résolution de la pression qui existe sur le système Terre, et donc du coup qui plutôt que d'essayer d'alléger en fait accélère les effondrements par une accélération des formes d'extractivisme, etc. et donc des relations de pouvoir. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle Trump considère que la santé mentale c'est une faiblesse. C'est ce qu'il dit. Moi, j'ai regardé pourquoi santé mentale. Enfin, j'étais super surpris que ce mot-là soit banni du champ lexical de toute l'administration américaine. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le droit d'utiliser ce mot pour travailler. La raison, c'est vraiment qu'il considère la santé mentale comme une faiblesse, alors que l'individu qui est promu par cette administration, c'est justement le culte de la performance, l'individu souverain, vraiment la figure de la modernité que Alain Ehrenberg, et pas que, il y a aussi Olivier Hamon qui travaille sur la question de la robustesse, critique énormément aussi le culte de la performance. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais aussi en parler pendant 2 heures. Mais... Ok. Donc voilà, je propose qu'on fasse la pause là maintenant, il est 11h. On se retrouve ici à 11h15.